Fait. Oui, c'est ça, gamin. Donc voilà, moi, je vais te présenter. Mais non, c'est à toi. Ah bah non, c'est à toi. Mais non, c'est à toi. Ah bah non, c'est à toi. Non, c'est à toi. Bon bah là, c'était Gilles l'Ancien et Gilles le Jeune. Voilà. Donc moi, je suis le créateur d'ODH TV, une web TV qui existe depuis 11 ans sur Internet. Et je suis membre du SO, donc Gilles Durand, c'est le secrétaire. Jacques Cournot, le président. Et Thierry Rocher aussi. Bon, il y en a beaucoup du sourd là aussi. Oui, oui, il y a quand même une majorité. Levez la main. Je lève la main des gens du sourd. Voilà. Oui, oui. Enfin bon, voilà. Vous êtes sûr que c'est Omniparis, c'est pas conférence? Non? Je sais pas. On se demande. Parfois. Mais on noyote, ouais. C'est ça. Bon, voilà. On peut montrer ici. Oui. Voilà, t'as noté, Thierry, c'est bon? C'est noté, ouais. Le scribe est là, c'est pour ça. Faut pas poser en d'autres. Mais c'est pas quoi. Oui, bah oui, trop jeune en ufologie pour des grandes choses. Bon, alors moi je m'appelle Gilles Durand. J'ai commencé à m'intéresser sérieusement, entre guillemets, à l'ufologie en 1969. À l'époque j'avais 14 ans, donc vous faites le calcul. Hein. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et j'ai commencé par lire un bouquin qui s'appelait Soucoupe volante et simulation outre-espace de Kittarad en 69 ou 70, enfin dans ces eaux-là. Mais surtout ce qui m'a amené à l'ufologie de façon active, c'est la rencontre à l'époque dans le collège où je me trouvais, un certain nombre de personnes qui étaient aussi intéressées par un phénomène ovni. Et on a créé un groupe, ce qu'on appelle aujourd'hui un groupe informel au sein du collège Jean Jaurès à Vitry-sur-Seine. Voilà, on était une petite dizaine. Et puis il y avait quelque chose qui passait à la télé à l'époque, c'était une série qui s'appelait Les Envahisseurs. C'est pour ça qu'on dit généralement que les gens qui ont commencé à s'intéresser à l'ufologie au début des années 70, c'est la génération des Envahisseurs. Ah, et moi c'est X-Files. Et lui c'est X-Files. Voilà. Donc après ça, j'ai découvert un certain nombre d'associations, j'ai commencé à militer. J'ai commencé à adhérer au GEPA de René Fouéré, enfin de René Francine Fouéré. Ensuite, j'ai participé à plusieurs activités associatives à Vanves. Ensuite, j'ai créé ma première association en 81, qui s'appelait l'EPI, une association spécialisée sur les cas anciens. Ensuite, avec Thierry qui est ici, on a pérégriné à travers la France. Il y en a d'autres qui ne sont pas là, c'est dommage. Mais Thierry, entre autres, on a pérégriné à travers la France. Lui, il faisait partie du GEPO, moi de l'EPI. On a essayé de s'acclimater à la première Fédération française d'ufologie en 83. Ça ne nous a pas plu. On a créé un comité régional qui s'appelait le SIGU sur le même schéma que le CNEGU qui existait déjà depuis 1978 et qui existe toujours aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure, en 90, est arrivée la création du SO, donc sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, suite à un constat assez dramatique du fait que les gens qui arrêtaient de s'intéresser aux ovnis, ou qui décédaient, leurs archives disparaissaient, et ils les dispersaient, alors qu'ils avaient fait des fois travailler pendant 20, 30 ans autour de certaines choses intéressantes, et que c'était dispersé, et que bien sûr le travail lui-même disparaissait dans la nature, et c'était comme des graines de pissenlit, quoi. Et à partir de là, on a commencé à penser, à réfléchir à comment sauvegarder les archives ufologiques. Et depuis 1990, le SO existe et il a mis à la disposition des chercheurs de toutes sortes, pas simplement les ufologues, mais les chercheurs en général. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que ce sont des sociologues, des thésards, des historiens qui vont consulter plus particulièrement les archives du SO pour faire des études sur l'histoire de l'ufologie, des choses comme ça. Donc en fait, il y a des fonds qui sont déposés ici en Ile-de-France à Pierrefitte-sur-Seine, aux archives nationales, à Marseille, aux archives départementales à vocation régionale, et à Metz, qui était une capitale régionale il y a encore 2 ans, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est devenu juste une archive départementale classique.
On a aussi des bibliothèques, parce qu'il faut savoir que les archives ne prennent pas les livres, parce qu'il y a le dépôt légal. Donc on a été obligé de démarcher les bibliothèques, avec des contrats derrière ça, hein, pour ne pas avoir de surprise, dans lesquels on a déposé également tous les livres qu'on pouvait. On a trouvé à Metz l'alter ego des archives départementales, ça s'appelle la médiathèque du Pontifroy, et là il y a plus de 1400 livres consultables sur l'ufologie et les parasciences. Il y a un autre dépôt à Grenoble, où il y en a plus de 600, donc là c'est carrément à la bibliothèque universitaire, donc qui est sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Et le troisième est en Suisse, donc comme quoi on dépasse les frontières. Et donc à la Maison d'Ailleurs, qui est donc le musée de la science-fiction et des utopies, à Yverdon, donc en Suisse. Je voulais expliquer comment tu te présentais avant. Voilà. Je vais continuer. C'est un timide, si vous voulez. Oui, c'est ça. Donc, toi, c'était en 69, c'est ça? Oui. Ça date. Hein. J'ai commencé aussi à l'âge de 14 ans, mais en 99. Hein, c'est un peu plus. Oui. Peut-être pas pendant l'éclipse, hein, c'était. Oui. T'aurais pas vu. Hein? Non, oui. Non, j'aurais pas vu dans le sud de la France à Valence, enfin, Saint-Michel Observatoire. Voilà. Et donc, j'ai créé donc ma web TV, ODH-TV, qui signifie les ovnis dans l'histoire, en 2006. Depuis, il y a des milliers de vidéos sur YouTube, Dailymotion et sur toutes les plateformes vidéo. J'ai ensuite rejoint l'OSSO aussi, et je fais OSSO les mémoires de l'ufologie, qui consiste à aller interviewer tous les anciens de l'ufologie. D'ailleurs, j'ai un petit message de la doyenne que j'ai vu tout à l'heure, Francine Forêt. Elle est contente que l'ufologie fête ses 70 ans, et elle a répété encore et encore la phrase du général Chassin, qui, avant de mourir, a dit « j'aurais bien voulu savoir ». Elle l'a répété d'ailleurs plein de fois. Donc, Francine Forêt, donc, elle a 90 ans, donc c'est, comme j'ai dit, la doyenne de l'ufologie. Elle a commencé... Française. Française, oui. Voilà. Elle était avec René Forêt, la cheville ouvrière du GEPA. La cheville ouvrière du GEPA. Donc, une association qui est avant le GEPA. Voilà, c'est en fait, ils ont milité toute leur vie. Ils ont milité toute leur vie pour que l'ufologie soit, l'étude des ovnis soit reprise par les scientifiques. Voilà. Et quand le GEPA a été créé, pour eux, ils ont considéré que leur mission était terminée. Et donc ils ont, à la début des années 80, ils ont dissous le GEPA. Pas le GEPA, le GEPA. Parce qu'il y en a qui se confondent. Oui. Le GEPA, pas le GEPAN aussi. Hein. Oui, pas le CEPRA non plus. Aussi, tout à fait. Donc ensuite, j'ai participé aussi aux opérations sur ECAT, dont on lâchait du ballon stratosphérique en janvier 2014, dans le Gers. D'ailleurs, les opérations sur ECAT se sont créées, petite anecdote, dans une chambre d'hôtel Ibis, moi j'ai fait de la pub, le 15 octobre 2005, pendant les rencontres de Châlons-en-Champagne, au soir. Aviné. Hein? Non, rien. Une question à poser sur ECAT. Tout à l'heure. Oui. Et donc après j'ai participé à différents événements ufologiques en tout genre, que ce soit des rencontres ufologiques comme celle de Valençol, où cette année ils vont avoir le 52e anniversaire de l'affaire de Valençol. L'année prochaine il y aura le 53e. Pas vous inquiétez. Ne faites pas. Il y aura le 54e peut-être après. Oui, aussi, oui. Peut-être le 55e, je sais pas. On verra. Hein. Peut-être. Mais ça c'est pas sûr. Peut-être. Et on ne va pas aussi loin encore. Je parcours la France, je vais faire des veillées sur tous les lieux dits entre guillemets sensibles ufologiques. Je dis entre guillemets parce que c'est des sites sensibles de méprise aussi. Oui. Et donc voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Toi, tu as un parcours plus grand que le mien. Hein, oui. N'est-ce pas? Bon, oui, ça à toi. J'ai pas fait que des choses géniales. Donc je vais vous présenter 70 ans d'ufologie, oui, bon, c'est l'anniversaire, c'est sûr. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'ufologie française, il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'as pas parlé de ça, pas parlé de ça. » S'il faut que je parle de tout, on fait 3 sessions ici, hein, au moins. Donc j'ai un peu concaténé tout ça, et je vais essayer avec 50 diapos de vous faire le tour rapide de l'ufologie associative en France de 1947
à 1990, et après c'est Gilles qui va prendre la suite. Donc on va commencer bien sûr par le 24 juin 1947, l'observation de Kenneth Arnold. Monsieur Kenneth Arnold regarde le ciel, le pied posé sur son cabriolet. Je ne sais pas trop où ça a été tourné, mais voilà. Donc en fait, le 24 juin 1947, Kenneth Arnold est dans son avion. Vous allez revoir les photos plus loin. Il est au-dessus d'un massif d'anciens volcans. Enfin non, d'anciens volcans, non, le mont Sainte-Hélène est toujours un volcan actif. Stratovolcan. Oui. Sainte-Hélène aussi. Parce que Régnier est un stratovolcan, c'est vrai. Donc en fait, c'est la montagne qui se trouve pas très loin de Seattle. Et donc il y a plusieurs, il y a le mont Adams, il y a le mont Sainte-Hélène et il y a le mont Rainier. Donc lui il vole plus près du mont Rainier, quand brusquement il voit un vol de quelque chose qu'il n'arrive pas à identifier. Et il se pose une question de savoir ce que c'est. Il n'y a rien qui ressemble à ce qu'il voit. Sauf que c'est quand même très loin. J'en parlerai tout à l'heure. Quand il atterrit, il rencontre d'autres pilotes qui leur posent des questions. Ils leur disent j'ai vu un truc, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que vous avez vu déjà ce genre de choses? Un journaliste se présente plus tard où il va le voir, je ne sais plus exactement. Et il y a un article qui sort dans lequel on fait dire à Kenneth Arnold que les engins qu'il a vus se déplaçaient comme des soucoupes qui ricochaient sur l'eau. Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas trop ici en France, même si ça se développe un peu, ça s'est développé dans les années 90, c'est que nous, quand on prend un galet, on le fait ricocher sur l'eau, c'est un galet. Mais il y a un sport qui est beaucoup plus, plus technique et sur lequel les galets sont fabriqués spécialement pour faire des ricochets. Voilà. Donc c'est de ça qu'il est question en fait. Et ce sont des galets en forme de soucoupe. Ce sont des choses rondes, plates, exactement ce que décrit en fait Kenneth Arnold. Alors donc on ne sait pas si c'est Kenneth Arnold qui a dit la phrase, mais c'est le journaliste qui l'a pondu tout seul. Enfin, il a interprété ce qu'a dit Kenneth Arnold. Oui. Vous allez voir, il y a plein d'interprétations différentes dans la presse. Il n'y a pas que ça. On parle de plusieurs formes différentes en fait. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, les formes ont évolué. Entre 48, où il y a un article avec une très belle couverture de Fate, et 57, une autre revue qui s'appelle Flying Saucer, ça n'a plus rien à voir. Oui. Non. Ben non, j'ai pas envie. Mais moi, il faut que je sois là. C'est comme ça, c'est dans ma tête. Hein, d'accord? C'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est comme ça. Non, on va t'aider. Non, mais bon. Oui, mais il faut que je vois de quoi je parle. C'est peut-être une. Oui, voilà. Une proposition. Finalement, une caméra 360. 60, voilà, ça très bien. Donc voilà, ça ce sont deux photos de. Alors je ne vais pas dire que c'est l'avion de Kenneth Arnold, sauf que le jaune en haut c'est le 356, alors que Kenneth Arnold avait le 355. Donc c'est le modèle qui a été construit juste après ça. Donc voilà, c'est le type d'appareil. C'est un appareil en fait qui était assez spécifique, c'est-à-dire qu'il pouvait se poser un peu n'importe où. C'était un avion à décollage court, et donc à atterrissage court, il pouvait se poser dans une prairie très pentue, parce qu'en fait il permettait d'aller chercher du bétail égaré, choses comme ça, de retrouver du bétail égaré, entre autres rechercher des épaves d'avion aussi, c'est ce que faisait à ce moment-là Kenneth Arnold quand il était en train de voler dans cette région. Voilà, donc c'est un avion qui est très très souple au niveau de son utilisation. Mais c'est pas un avion très rapide, et puis c'est pas un avion très aérodynamique non plus. Alors là, je suis désolé, mais
C'est une vidéo que je voulais vous passer avec monsieur Jean-Claude Bourret et une interview de Kenneth Arnold dans les années 70, mais malheureusement j'ai bêtement oublié ma box chez moi, donc une box sans fil, et je ne peux pas vous la passer. Donc on va passer, je vais terminer. Voilà, donc comme je disais, tout de suite une question d'interprétation, parce que, oui, il manque un mot, il y a un mot qui est disparu quelque part, là. Il n'est que de l'interprétation. Oui, il manque quelque chose. C'est pas grave. Alors voilà, il y a le truc classique, hein, comme les soucoupes qui ricochent sur l'eau, et dans le déplacement, il y a semblable à celui de la queue d'un cerf-volant. Et puis après, il y a d'autres formes. Il y a, donc Paipan, c'est un moule à tarte. Voilà. Et puis dans un autre, on parle simplement d'avion étrange. Donc comme quoi, c'est pas clair. Hein. Il y a plein d'articles où les descriptions sont très différentes. Ça, c'est à différentes époques. Non, c'est en 47. C'est le 26 juin 47. Oui, tous ces articles-là. C'est des articles qui ont été écrits à différents moments. Non, le 26 juin 47. Et lui, il a fait son observation le 24 juin, et le 26 juin, tous ces journaux parlent de choses tout à fait différentes. Et ensuite, il a dit qu'il y avait deux types de... Oui, c'est bien après. Voilà, donc voilà quelques articles. Hein. Donc ça avait déjà franchi la frontière, hein, la Montréal Gazette, est donc un des journaux anglophones du Québec. Là, celui-là, je n'ai pas trouvé son origine. Alors voilà, donc déjà, à gauche, à droite plutôt, vous avez une des pages, la page numéro 9 du rapport de Kenneth Arnold, que Kenneth Arnold a fait en 1947. Voilà la forme qu'il dessine. Donc on n'est déjà plus dans je dirais, dans le moule à tarte, parce que c'est quand même pas un cerf, hein, un moule à tarte avec une cerveau. À gauche, vous avez un extrait du journal français Noir et Blanc du 25 octobre 50, où là, on a encore une forme légèrement différente et beaucoup plus bombée au niveau du profil. Voilà, alors donc Fate 1948, on voit encore une forme encore différente, et Flying Saucer, donc 1957, là, on parle d'une forme dont on n'avait même pas eu l'idée en 1947. Il n'avait pas été question. Et c'est arrivé plus tard. Voilà, alors donc, Arnold avait sorti un bouquin dans lequel il y a cette forme, il décrit cette forme, enfin, il présente cette forme. Il faut savoir qu'il a... Vous voyez, c'est ça, 50 cents la copie. En fait, c'était un petit recueil, et ensuite il en a tiré la couverture pour faire des cartes postales. Et à chaque fois que quelqu'un lui demandait, il dédicaçait une carte postale, il l'envoyait. Donc il y en a des milliers qui traînent aux États-Unis, quoi. Enfin, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, oui. Voilà, alors je vais vous montrer tout un tas de visuels des interprétations de l'observation de Kenneth Arnold. Vous allez voir quand même que c'est assez gratiné, comme dit Jacques. Voilà, ça c'est dans un album d'images de 54 qui est très connu, qui s'appelle Soucoupe volante, qui a été publié sous plusieurs éditions. Il a été publié d'abord en Grande-Bretagne, il a été publié 2 fois en France, donc La Bille qui chante et puis les biscottes d'or. Vous savez, on a tous connu ça, hein. L'album d'images, c'est un peu les Panini des années 50. Il y avait un album, on collait les images qu'on trouvait dans les paquets de biscottes ou dans les paquets de bonbons, La Bille qui chante. Et j'ai aussi une version, donc ça fait partie de ma collection personnelle, j'ai aussi une version allemande. Voilà, donc vous voyez, bon, là on a des objets lumineux qui passent à la queue leu. Il y en a déjà plus de 9, parce qu'il y a décrit 9 objets, là il y en a plus. Voilà, ça en a un autre, alors là, je sais qu'elle existe en couleur, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors voilà, déjà en 97, ils sont tous en forme de croissant. Là. On n'a plus de soucoupe en forme de fond circulaire, comme ça. Voilà. On a d'autres, carrément, il y a un dôme, il y a un système de propulsion, tout ce qu'on veut, c'est bien métallique. Voilà. Ça c'est un dessinateur belge qui a fait beaucoup de gouaches sur des cas ovnis, donc il s'appelle M. Buller.
Et voilà, donc là on a affaire à des formes d'œufs. Voilà, c'est encore différent. L'avion, on a pas très semblable à l'original. Voilà, là c'est quelqu'un qu'on connaît ici au Sceaux, hein, Frédéric Bauche, qui est un Lyonnais, qui a travaillé longtemps à la Poste à Paris et qui dessine très très bien, même si l'avion n'a rien à voir avec l'avion original aussi. On a encore une version différente, voilà, avec des soucoupes et puis un objet en forme de croissant. Voilà, alors là carrément, là on dirait des... on a envie de se faire décapiter là. C'est moderne. Ah oui, là c'était, tu vois, c'est Noah 3D, ça doit dater il y a quelques 5 ans, pas plus. Alors voilà, celle-là est très mauvaise, mais je suis désolé, hein, je n'ai pas trouvé mieux. Pour tout cela, ouais, carrément, c'est que de... Alors là, c'est très drôle parce que il y a une hypothèse qui dit qu'en fait, il y a eu une confusion avec des pélicans. Mais là, franchement, on aurait voulu le faire, on l'aurait pas fait mieux, parce que franchement, ça fait penser à des oiseaux. Voilà, alors là, c'est carrément une belle soucoupe métallique, avec des beaux reflets et tout. Et là, c'est vraiment carrément la science-fiction par rapport à ce qu'a dit Kenneth Arnold. Voilà, donc ça, c'est déjà un peu plus près de la réalité, parce qu'au départ, il parle d'un éclair, tu vois. Et voilà, donc, mais bon. Voilà, alors donc j'ai essayé de décrypter un peu ce que dit cet article, hein, qui date du 26 juin 1947, dans le San Antonio Light, qui reprend la dépêche de la Associated Press, qui donc a été diffusée partout et qui a été reprise quasiment systématiquement par tous les journaux, avec certaines modifications, justement, d'interprétation de la forme. Donc voilà, vous avez en haut des objets plats, chacun aussi gros qu'un DC4. Alors là, ça fait peur. Hein. Parce que quand on voit ce que c'est qu'un DC4, c'est quand même un quadrimoteur. Hein. Il fait 36 mètres de l'envergure. Hein. Donc un mouvement entrelacé particulier, semblable à celui de la queue d'un cerf-volant. Bon, on voit à peu près ce que ça donne. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait comme ça. Hein. Là, on est plutôt dans le louvoiement. Donc Arnold a décrit les objets comme un moule à tarte aplati, dans le sens peu épais. Quoi. Voilà. Donc, alors il a dit qu'il pilotait. Donc voilà. Donc ça, c'est décrit dans quelles conditions il a observé ça. Donc il a dit qu'il pilotait vers l'est à 2h50 PM, c'est-à-dire 14h59 dans notre langage européen. Il y a 2 jours, dans les environs du Mont Rainier, quand donc les objets sont apparus directement devant lui à 25 ou 30 miles. 40 ou 48 km, si on prend les deux extrémités. Un truc à 40 km, vous allez voir ce que ça donne. Hein. J'ai pris la distance minimale. Hein. Donc, de distance à l'altitude de 10 000 pieds. Bon. Donc, vous imaginez 30 miles de distance. Hein. Voilà. Un DC4, à quoi ça ressemble? Vu à 40 km, alors vous voyez, longueur 28 mètres, envergure 35 mètres, hauteur 8 mètres 40. J'ai fait un petit calcul, ça s'appelle la taille apparente ou angulaire. Voilà. Taille apparente ou taille angulaire, ou diamètre apparent ou diamètre angulaire d'un objet vu à distance et la distance angulaire entre ces points extrêmes ou points d'observation, c'est-à-dire l'angle entre les droites qui relient les extrémités de l'objet et l'observateur. Voilà, il y a donc une règle de 3 qui s'applique. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé. Voilà, les objets sont passés donc au-dessus du Mont Rainier et du Mont Adams. Et lui, il les a croisés quasiment à perpendiculaire. Alors donc on a une distance, 50 miles. On voit bien qu'entre l'avion et sa trajectoire, quand elle coupe celle des objets, effectivement, il y a à peu près 25 miles. Enfin, c'est ce que donne la carte ici, hein, c'est pour moi qui l'ai fait. Voilà. Donc je calcule 1 mile, c'est 1,6 km, soit au minimum pour 25 miles, 40 km. Formule. Taille de l'objet connu divisé par distance et multiplié par 0,68. 0,68, c'est la distance à bout de bras. Hein. Donc en fait, c'est 68 cm la longueur, normalement. Moyenne d'un bras. Donc ça fait donc 35 mètres 80 divisé par 40 000 mètres, ah oui, c'est 40 km. Multiplié par 0,68, ça fait 0,0006 mètres. C'est-à-dire 6 dixièmes de millimètre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, à bout de bras, 6 dixièmes de millimètre. C'est invisible.
Non, c'est visible. Si Oui, mais enfin, c'est pénal, quoi, je veux dire. un moucheron. Oui, c'est moins qu'un moucheron. Un moucheron à bout de bras, moi je l'écrase. Ah bon. Sans tenir compte de la mesure à bout de bras, on ne fait plus une règle de 3, on aurait 9 dixièmes de millimètre. C'est minuscule. Alors, voilà ce que ça peut donner. Alors, donner des détails là-dessus, moi, je suis un petit peu sceptique. Ou à moins qu'il se soit complètement planté dans les distances. Mais c'était quand même un pilote relativement aguerri, c'est ça qui m'étonne. Le gars se soit vraiment planté dans les distances à un point où ça devient complètement aberrant. Voilà, là, c'est quand même l'image que Michael Boss, c'est une gouache aussi, hein, très jolie, parce que là, l'avion est vraiment, réellement, l'avion c'est très très bien dessiné. Enfin, c'est un très bon illustrateur. Donc c'est bien le Mont Rainier dans le fond. L'avion est bien l'avion de Kenneth Arnold. Et la distance est même encore, je pense, là, plus proche que 25 miles. Voilà. Alors vous imaginez quand même que c'est minuscule dans le ciel, quoi. Voilà, et puis, qu'est-ce qui se passe hein, là, on est le 8 juillet 1947, il y a déjà dans 39 États, on a signalé des soucoupes volantes. Voilà. Alors, ça n'a pas tardé à... Je ne veux pas passer, voilà. Ça n'a pas tardé à arriver chez nous, hein. Voilà. Hein, donc les soucoupes débarquent en France dès juillet 1947, tout de suite. Hein, vous avez le 9 juillet 1947, voilà. Les soucoupes volantes tombent entre les mains des Américains. L'Aurore, au milieu, c'est carrément l'affaire de Roswell. En haut, là, au milieu, le 13 et 14 juillet, c'est une observation de soucoupes volantes dans le ciel du Mans. Une autre, on a trouvé un truc qui ressemblait à une soucoupe volante, en fait, qui était un objet météorologique tombé d'un ballon sonde. Et puis, en août, ça continue, hein, voilà. Barcelonnette, une observation aussi en France. Donc, en fait, les soucoupes volantes ont très très vite traversé l'Atlantique. Des fois, pour avoir des choses qui viennent des États-Unis, il faut 10 ans, là, il a fallu 3 jours, à peu près. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur Kenneth Arnold. Si vous avez des questions à poser, allez-y, on va passer à autre chose. Bon. Oui. Alors, quand vous montriez le détail avec la traduction rouge et jaune, oui. C'est le travail documentaire que vous avez fait au-dessus, ou c'était les couleurs Non, c'est moi qui ai fait le travail. C'est moi qui ai fait le travail de Voilà. Donc, l'ufologie en France à travers ces associations de 1949 à 1990. Ça dépasse un peu les marges, hein, c'est pas grave. Donc les pionniers et les ufologues inconnus, c'est-à-dire que dès 1947, des gens complètement ordinaires, hein, comme vous et moi, ont été immédiatement intrigués par toutes les premières observations de soucoupes volantes rapportées par la presse. Ils ont commencé à collecter des informations dans la presse, les magazines. Certains nous sont bien connus, donc Henri Chaloupec, René Fouéré, Marc Thirouin, Alfred Naon, Génie Guillaume, entre autres. D'autres le sont moins. Donc Jacques Bacquard, le cofondateur du premier groupe français en 1949 à Grenoble, dont le nom du groupe nous est toujours inconnu. On n'a pas réussi à savoir exactement comment il s'appelle. Louis Murphy, donc cofondateur du GEPA, Didier Jean, fondateur en 1952 du CIG, donc le club interplanétaire Géromois, donc à Gérardmer dans les Vosges. Yves Ebrec, donc le responsable du cercle des amis du courrier interplanétaire à Paris, et Yvonne Montana, donc le club également des amis du courrier interplanétaire de Grenoble. Ça, ce sont des gens qui ont été actifs dès 1947, mais qui sont beaucoup moins connus que les grands pontes qui sont au-dessus. Donc, et bien d'autres, évidemment, et des dizaines qui demeureront à tout jamais inconnus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont intéressés aux ovnis en 1947, mais ils avaient déjà 60 ans. Donc ils se sont éteints dans les années 50 et 60, sans laisser de traces. Leurs archives seront perdues. Ou retrouvées par hasard, ce qui m'est arrivé. Ce qui les ressortira de l'anonymat, ou non. Voilà, je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée. C'est-à-dire que j'ai trouvé sur eBay quelqu'un qui vendait 150 coupures de presse de 1954. Donc, j'ai négocié avec un monsieur, j'ai acheté le lot,
Il y avait 4 bouquins avec, le plus récent des 4 livres était de 58, le plus ancien de 54. En fait, j'ai voulu quand même savoir l'histoire de ces coupures de presse, ça m'intriguait, parce qu'un gros lot qui sort comme ça, c'est rare. Hein. En fait, le monsieur m'a répondu, il est en Bretagne, il m'a dit voilà, en fait, c'est mon papa qui est mort il y a 40 ans déjà, donc on était en 2012, hein, qui avait récupéré ça d'un ami qui, quand il est décédé, avant qu'il décède, il dit à mon père, j'aurais pas qu'on disperse ça, j'aurais que les garde. Donc c'était ces 150 coupures de presse, et sur la vague de 54, essentiellement du journal, je sais plus, pas Paris Galilée, mais Paris Presse, voilà. Paris Presse intransigeant, et puis c'est 4 bouquins. Sauf qu'aujourd'hui, le monsieur qui vendait ça sur eBay ne se souvient plus du nom de cette personne. Donc, cette personne restera jamais anonyme. Et pourtant, elle avait fait un travail de compilation d'archives. Et voilà. Et des gens comme ça, dès 47, il y en a qui ont cherché, qui ont travaillé, compilé de la presse, des choses comme ça, qui ont compilé des articles, qui ont pris des notes, qui ont peut-être fait des enquêtes, complètement disparues dans la nature, on ne saura jamais. On a perdu toute une partie du travail qui a été fait à ce moment-là. Et c'est aujourd'hui qu'on en retrouve. On a un spécialiste ici, sur Raoul Robé, qui est on l'appelle le professeur radar, parce qu'il a un nez incroyable, il trouve des choses que personne n'imaginait. Et grâce à lui, on exhume des choses des années 50 que même les ufologues, que aucun ufologue ne connaissait. Des articles qui étaient passés complètement inaperçus. Et ça, il y en a des dizaines, hein, parce que à l'époque, dans les années 50, 40, enfin dans les années 50, oui, le tissu ufologique était très ténu, donc il y avait des zones où il n'y avait personne qui s'y intéressait, où les gens n'avaient pas assez de temps à y consacrer, donc il y avait des tas de choses qui passaient sous leur nez, ou à proximité d'eux, ils ne voyaient pas. Le mec qui passe à la suivante, ça serait sympa. Voilà. Alors tout commence à Grenoble en 49. C'est pas très lisible, je suis désolé, mais c'est le scan qui veut ça. C'est... Bah oui, c'est une découverte du professeur. Hein. Donc, dans la Semaine du Monde du 11-11-54, donc en pleine vague de 54, il y a un article, donc savant du deuil de l'explication des voilà. Et dedans, il y a une interview donc Jacques Bacquard, qui a 34 ans à l'époque, et qui dit que c'est en 49, réunissant autour de lui quelques techniciens qui partageaient la même curiosité, Jacques Bacquard fonda un groupe de recherche qui devait s'affilier ensuite à la commission Ouranos. Mais ce truc, donc, la commission Ouranos n'est créée qu'en 51. Donc, dès 49, il y a un groupe ufologique qui existe en France, dont le nom nous échappe complètement. Mais voilà, c'est la première association, à proprement parler, en France, qui s'intéresse au phénomène des soucoupes volantes à l'époque. Oui, voilà. Oui, c'est un peu déparamétré, je ne sais pas pourquoi, mais c'était pas comme ça tout à l'heure quand je suis parti de chez moi. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. Quoique je pourrais faire joujou avec. Hein. Oui, bien sûr. Je peux faire joujou avec, s'il veut bien marcher. Non, il ne veut pas marcher. Bon, c'est pas grave. Donc en 51, c'est la création par Marc Thirouin. Oui, bon d'accord, il passe trop vite, il passe tout seul maintenant. Hein. Parce qu'on ne veut pas. Ça revient en arrière, machin. Hein. Bon ben voilà, il est passé tellement vite que je ne sais plus où il en est. Il est automatique. Oui, mais je sais pas. Je fais le retour arrière, il veut pas marcher. Ah bah voilà, ça y est. Là, j'ai peut-être même été trop loin. Je vais repartir encore plus loin. Voilà, voilà, salaud. Soirée là. Voilà, donc on voit pas, c'est dommage, mais c'est comme il est pareil ici. Oui, c'est pas grave. Dans toutes les autres vidéos où je suis, il y a quelques gros mots qui sortent. C'est pas un problème, t'inquiète pas. Donc en fait, on voit pas, c'est dommage. Bah bon, en 51, Marc Thirouin crée la commission d'enquête Ouranos. Donc voici les premières couvertures, parce qu'il publie tout de suite un bulletin qui s'appelle Ouranos. Et c'est devenu une revue qui va durer jusque dans les années 80. Je fais un petit florilège des couvertures diverses et variées, si vous voulez bien, voilà. Vous voyez qu'en fait, il y a eu des sous-titres ou des surtitres, comme on veut,
qui changeait assez régulièrement. Vous avez la Revue internationale des soucoupes volantes, ou alors aux portes du cosmos. Il y en a d'autres, parce que j'aurais pu en mettre plein. Hein, mais ça a changé assez souvent de surtitre. Là, on est dans les années 50. Hein. Voilà. Alors, à un moment donné, dans les années 60, pour Oranos, ça a été un peu les vaches maigres. Je ne sais pas trop pourquoi. Je pense qu'en fait, il y a eu à ce moment-là une montée en puissance des associations ufologiques. Et alors qu'ils avaient la primeur et qu'ils avaient à peu près la main un peu sur tout, ils se sont retrouvés avec moins de moyens, moins d'abonnés, et donc ça s'est un petit peu déquité pendant une dizaine d'années. Donc ils sont passés par des feuilles de chou comme à gauche, ou alors carrément la rodéo à droite, au milieu plutôt, et à droite c'est déjà une photocopie. Enfin, ça ressemble à ça en tout cas. On connaît la profession de Marc Thiron. Écrivain? Non. Avocat, non? Il était avocat, oui. Oui, juriste, t'as raison. Alors après, voilà, donc ça remonte un peu là, ils ont un peu d'argent, donc ils ressortent des belles couvertures en papier glacé. Donc voilà les trois principales couvertures qui se sont suivies les unes les autres dans les années 70 et 80. À droite, c'est la dernière, c'est date des années 80. Alors en 55, alors on revient bien sûr, on continue l'histoire chronologiquement. Donc en 55 est créé le courrier interplanétaire par Alfred Naon, qui est français mais en fait qui vit plutôt en Suisse. C'est l'organe des associations l'AMI, l'Association mondialiste interplanétaire, et la LA, la Ligue anti-atomique. Donc, et puis dans les années 60, ça va être une association qui s'appelle l'UMA. Ça prône l'espéranto, donc une langue universelle, et on y voit se dessiner les prémices de l'écologie. Dès 1956 se crée un embryon d'un réseau de clubs d'abonnés qui se développera en club d'amis et d'enquêteurs. Donc les CACI, hein, donc les cercles d'amis du courrier interplanétaire, donc qui est la revue que vous avez à droite. Donc il y a eu Paris et Grenoble, il y a eu donc le club girondin interplanétaire à Bordeaux, le club interplanétaire girondois à Gérardmer, et le club des jeunes pionniers de l'association mondiale interplanétaire. Donc c'était les ufologues de moins de 20 ans, à Marseille. Alors en 1958, Raymond Vellit, qui était donc membre du courrier, enfin qui était un des piliers du courrier interplanétaire et d'Uranos, également donc membre de la Société astronomique de France, c'était un astronome amateur très actif, crée la revue Lumière dans la nuit, donc célèbre LDLN. Donc au départ, le contenu de LDLN n'était pas axé sur les soucoupes volantes, mais sur le végétarisme, le respect de la vie animale, la vie saine, l'agriculture propre déjà. Et oui, c'était déjà des ancêtres des écologistes. Ufologie, antinucléaire et écologie se sont côtoyés dans les mêmes colonnes et dans les mêmes cercles de réflexion dans les années 50 et 60. C'est aussi la décennie des premières découvertes en ufologie, l'orthothénie par Aimé Michel, même si elle a été passée à la trappe depuis. On cherche un nouveau nom soucoupe, on propose MOC, mystérieux objets célestes, succès d'estime, parce que UFO a déjà été créé aux USA, il donnera OVNI chez nous. Ce vocable apparaissant déjà dans la presse en 1954. Il y a 3 ou 4 articles qui parlent déjà, non pas d'objets volants non identifiés, mais d'objets non identifiés, ça c'est sûr. Et en 1957, dans un numéro d'Uranos, on parle d'OVNI déjà. Sans le sigle, on parle d'objets volants non identifiés. Et donc ce vocable OVNI ne se généralisera qu'au cours de la seconde moitié des années 60, reléguant la soucoupe au rang des pièces de musée. Voilà, donc les différentes époques de LDLN, de 1958 à gauche en haut, les années 70 et 80, les 4 numéros que vous avez, là c'est fin des années 60, là c'est les années 70, les couvertures rouges et noires. La célèbre couverture noire à droite en haut, ça c'est les années 70 et 80. Quand il sera repris, quand LDLN sera repris par Joël Ménard, on passera à une couverture couleur, mais avec toujours le même lettrage, hein, donc la même police de caractère, et ensuite ça va changer, ça deviendra donc le numéro en jaune qui présente le cadavre affilié, et puis celui en rose là, et après ben, vous avez
récemment, hein, donc en 2014, si je ne m'abuse. Il y a eu 2 numéros, non? 3, 2 numéros, oui. Donc c'est Laurent Boulanger. Oui, Laurent Boulanger, donc qui reprend les LDLN, donc lui cède Joël Ménard, et il sort 2 numéros. Depuis, Boulanger a passé la main, et donc c'est Jean-Louis Lagneau qui a pris la suite, et ça s'appelle plus vraiment Lumière dans la nuit, mais Lumière diurne et Lumière nocturne. Ah bon, ça y est, bon voilà, ça a encore changé, je pourrais en rajouter un autre moment. Je crois que je choisis de deuxième page, vite alors. Voilà, donc oui, il a essayé de faire, garder LDLN, mais en changeant le titre, le développer, quoi. Voilà, donc décennie 1960, alors c'est la décennie du développement et de la structuration de l'ufologie en France. Les soucoupes volantes deviennent peu à peu des ovnis. Des associations continuent à se créer, parmi lesquelles donc l'ARFASPAS à Bordeaux en 61, qui est aussi bien axé sur la météo que sur l'astronomie et les ovnis, et qui possède un télescope avec une coupole. Et elle existe apparemment toujours. Donc le GEPA en 63, hein, donc, présidé par le général Chassin, et puis dynamisé, je vais dire dynamisé par Francine et René Fouéré. Francine, qui est la doyenne de l'ufologie en France actuellement. Il y a quelqu'un qui doit la suivre de près, c'est Guitara. Donc le Géos France est créé à Rebelle, en Seine-et-Marne, par Gérard. Il y a un doyen ailleurs. Oui, lui n'est pas connu, justement, c'est un genre d'ufologue pas connu, voilà. Un ufophile en fait. Les centenaires. Oui, les centenaires. Donc Gérard Lemas qui crée en 66 le Géos France, parce qu'en fait au départ c'était le Géos Suisse, et le Géos Suisse a un petit peu. Ils ont sorti une revue qui s'appelait donc Géos International, et au bout du quatrième numéro de la revue, ça a un peu périclité, donc Gérard Lemas, qui avait déjà créé le Géos France, a pris la suite et a continué jusque dans les années 80. Donc le CEREC de Nice, on parlait de Guitara, lui il l'a créé en 66, mais ça n'a pas duré très longtemps, en 70 ça a disparu. Après, il y a, vous voyez, comme quoi on trouve des choses, hein, en faisant le tri des archives SOS OVNI que nous avons en ce moment sous le coude, au Sceau, hein, on est en train de trier, d'inventorier tout ça. On a découvert une association dont comme les documents qui la présentent sont écrits à la main, on n'arrive pas à décrypter le sigle. Alors on ne sait pas si c'est le R5G ou le RSG. Enfin, toujours est-il que c'est une association qui a été créée en 65 à Montauban et qui a été active jusqu'en 69. Le GEMOC a Albi en 69, le CFRS qui est devenu ensuite le CFRU, qui était beaucoup plus connu, et sa revue Phénomène Inconnu. Donc c'est la décennie de la découverte des travaux de Jacques Vallée, publiés en exclusivité dans les DLN. C'est ce qui donna ensuite lieu à Passeport Toumagonien. Donc tout ce qui a été publié dans les DLN se retrouve dans Passeport Toumagonien. Donc dès le début des années 60, les DLN se dotent d'un réseau de cercles d'abonnés, un peu comme l'avait fait Ouranos au départ, et également, pas Ouranos, mais le Courrier Interplanétaire. Et en 68, les cercles LDLN sont au nombre de 86 en France, certains de près ou plus de 50 membres. Ils structureront donc le réseau d'enquêteurs LDLN. Et LDLN délivrera des années 60 aux années 80 plus de 8000 cartes d'enquêteurs. La fin des années 60, LDLN compte environ 5000 abonnés. Et Ouranos se déclinera, lui, en une trentaine de commissions d'enquête régionales dès la fin des années 60, les premières étant nées vers 1955. Il y en avait 3 en 55. Voilà, donc phénomènes spatiaux dont on parlait tout à l'heure. Voilà quelques visuels pour vous rafraîchir la mémoire, pour ceux qui l'ont connu. Il y a eu encore une version rodéotypée que je n'ai pas mise, qui est plus ancienne. Voilà quelques revues des années 60, donc Phénomène Inconnu à gauche, Imana du CEREC de Guitara au milieu, et Ciel Insolite à droite, qui était en fait une alternative entre Ouranos et qui redeviendra Ouranos par la suite. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Voilà, les décennies
70. Alors c'est l'âge d'or de l'ufologie associative en France. Hein. La génération de jeunes ufologues issus des générations de baby-boomers, nés dans les années 50-60, appelée avec humour la génération des envahisseurs, série diffusée à la télévision en France à partir de 1968. Ils lisent LDLN, Uranus, les extraterrestres ou phénomènes spatiaux du GEPAR, mais ne peuvent s'en contenter et s'engagent dans la création de leur propre association. À partir de 1973, ce qu'on appelle la longue vague, 1973-1979, on va voir fleurir des dizaines d'associations. 3 régions vont dominer l'ufologie française, l'Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, plus de 100 associations pour chacune d'elles sur la durée de la décennie. Certaines disparaissent, fusionnent, changent de nom et de lieu, etc. Mais il n'y a pas un département qui n'a pas au moins une association ufologique, un cercle NDLN, une section du CFRU ou une commission régionale ou locale Uranus. Certaines sortent du lot de ces associations, donc l'ASVEPS dans le Var, le Grépo dans le Vaucluse, le CRUM dans le 06, donc dans les Alpes-Maritimes, l'ASPEPS à Paris, le CEPI à Vanves, le CERPI en Charente, le GPUN en Meurthe-et-Moselle, l'ancien président, qui a été président ? Non, l'ancien secrétaire est là. Notre ami, le professeur. Le cercle vosgien Lumière de la Nuit, dans les Vosges, le cercle lyonnais Lumière de la Nuit dans le Rhône, le groupe 52-55 sur les départements 52 et 55, la ESV France donc dans les Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, le NEOVNI qui est le groupe nordiste donc dans le nord, le GERU également dans le nord, le GEMPI en Normandie et le CNR OVNI en Bretagne. C'est ceux qui sortent du lot. Il y a, dans ces années-là, il y avait 400 ou 500 groupes ufologiques en France. Donc c'est l'époque où tournent les rotatifs. Toute association se doit d'avoir sa revue, son bulletin. Le SO en a recensé plus de 280 à ce jour, juste pour la France. Hein. À la fin de la décennie, on continue à se structurer pour mieux étudier le phénomène. Ainsi naîtra en 1978 le CNEGU dans le nord-est de la France, lequel existe toujours. Le CECRU qui veut structurer l'ufologie européenne, l'UF sera un fiasco. En 1977, donc là c'est sous l'impulsion du GEPA et de Jean-Claude Porret, je veux dire, le gouvernement français crée le GEPAN au sein du CNES pour étudier scientifiquement les ovnis. En cette fin de décennie, l'ufologie fait son autocritique, c'est la naissance de la nouvelle ufologie, avec Thierry Pinvédic, Jacques Scorno, ici présent, Michel Monnery, Bertrand Meus, Michel Pissin un peu plus tard, et quelques autres. C'est déjà la fin de l'âge d'or, précipité peu ou prou par l'affaire de Sergi Pontoise. Voilà, donc des revues françaises des années 70. Donc à gauche, vous avez toute la gamme des revues du Géos. Géos international, les extraterrestres, et pour finir, l'hypothèse extraterrestre. Excusez-moi, pourquoi vous dites précipité par l'affaire de... Parce que, comme l'affaire de Sergi Pontoise a beaucoup défrayé la chronique et qu'il y a eu quand même pas mal de discussions comme quoi ce serait un canular. Il y a des preuves que ça l'est certainement. Hein. Bon, il y a des gens qui sont venus présenter quelque chose là-dessus il n'y a pas longtemps, donc en janvier. Voilà, donc ça a mis un peu à mal le monde ufologique français et il y a plein de gens, je vais en parler juste après. Donc, voilà, votre femme, s'il lui prend, il m'efface tout. Là. Voilà. Bon, il y en a d'autres. Hein. Si j'avais voulu, hein, j'aurais pu faire des pages et des pages. Hein. Voilà, le groupe 52-55, on parlait tout à l'heure. Donc là, j'avais oublié celui-là, l'AMT. Donc, quand Marc Thirouin est décédé en 72, il a détruit une partie de ses archives. C'est aussi ce qui a incité le SO à se créer quelques années plus tard. Il y a une association qui s'est créée qui s'appelle l'AMT, l'Association des Amis de Marc Thirouin, dont le SO a récupéré les archives récemment d'ailleurs, et qui a réussi à sauver une petite partie des archives de Marc Thirouin, mais on s'est aperçu en fait qu'elles n'ont pas été autant détruites qu'on le croyait, parce que d'autres personnes avaient récupéré par ailleurs une partie des archives de Marc Thirouin, entre autres beaucoup de revues, et beaucoup de coupures de presse des années 50, en français et en anglais. Donc là, vous avez la troisième, donc en partant de la gauche, vous avez donc OVNI et compagnie. Vous avez l'un des promoteurs de cette revue ici, Thierry Rocher. Lève le bras, il est là. Voilà. Alors,
il y a des très très belles couvertures dans cette revue parce que monsieur a un très bon coup de crayon. Enfin, il écrit beaucoup, mais il dessine bien. Voilà, à droite, vous avez un truc un peu cradingue, ça s'appelle Frontières de la science. Voilà. Non. Oui, mais toi aussi. Non. T'as jamais trempé là-dedans? Ah, t'as trempé. Ah non. Oui, mais t'as trempé dedans quand même un peu. Non, pas du tout. Ah, t'as pas trempé dans la revue non plus. Mais dans Frontières de la science, un peu quand même. Tu sors. Il sort. Vilain garçon. Voilà. Donc je parlais du Grépeau, donc Vaucluse, qui publiait Vaucluse ufologie. On avait des trucs bizarres, hein, comme Merkaba, donc un groupe qui devrait intéresser notre ami Gilles Thomas, parce que c'est un groupe de Perpignan. Il est originaire de Perpignan, enfin il vit à Perpignan en tout cas. Un autre groupe qui s'appelait donc le G et les rues, le groupe Langeadois de recherche ufologique, Langeac étant dans, si je ne m'abuse, la Loire ou la Haute-Loire, 43, la Haute-Loire. Voilà, donc ils sortaient, donc bah oui, j'ai marqué 43, c'est un peu idiot ce que je dis. J'arrive même pas à lire, c'était sur ma diapo. Donc ça s'appelait la revue, ça s'appelait OVNI 43. Il y a eu une quinzaine de numéros. Voilà, c'est bien. Voilà, donc le OVNI, je vous en parlais aussi tout à l'heure, à droite en bas, un numéro de sa revue, numéro 8. Voilà, donc eux, ils ne changeaient jamais de couverture, donc, tandis que par exemple, UFO Information, comme d'ailleurs OVNI et compagnie, chaque nouveau numéro était une couverture nouvelle. Oui, je pense qu'il me fabrique, mais enfin, j'ai rien demandé. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, c'est ça, voilà, et puis il me les remet. Ouais. Il est sale. Salaud. Qu'est-ce qu'il me fait? Il ne veut pas passer, voilà. Ah, on était trop vite là. Voilà. Donc encore 3 pour finir. Hein. Donc Vimala 21, donc c'était une revue de la DRUP, une association qui a été créée dans les années 70 et qui a terminé sa vie dans les années 80. Au milieu, quelque chose qui est un peu plus... Oui, c'est 80 celui-là. Mais en fait, c'est une revue qui est née dans les années 70 aussi. Mais c'est une revue qui est une copie d'Encounters, qui est une revue de contactés américains. Et à droite, vous voyez comme quoi, dans un petit village qui s'appelle donc Buis-les-Baronnies, dans la Drôme, il y a la section locale d'ufologie et qui a été très dynamique et qui a publié une revue pendant de longues années, jusque dans les années 90. Voilà, alors donc, on parlait là. Alors, décennie 80, plus dur sera la chute, évidemment. Donc, après la déception liée à l'affaire de Cergy-Pontoise, beaucoup d'ufologues jetteront l'éponge, se détournant de cette recherche, abandonnant leurs associations, dont beaucoup déjà fragiles ne se relèveront pas. Les illustres fondateurs GEOS, GEPA, CFRU disparaissent, d'autres mutent. La CIE ou un autre s'oriente dans des voies que beaucoup de collaborateurs ne suivent pas, et le Sacition neutralise ça. LDLM transforme ses cercles en délégations. Le nombre de ses abonnés régresse et ne se relèvera jamais au niveau des années 70. L'ufologie française se restructure et se recompose. Les associations subsistantes tentent de se fédérer, c'est la création en 83 de la FFU, Fédération française d'ufologie, première du genre, et quand il y en aura d'autres après. Ça ne fonctionnera pas beaucoup plus que le CECRU, trop de gros égos. En Grande-Bretagne apparaissent à ce moment-là les premiers corps. Il y a un truc qui a sauté, il n'y a pas de... Les premiers crop circles à l'été 80, on reviendra après là-dessus. Des initiatives associatives s'orientent vers la spécialisation, telles que l'EPI, Association pour l'investigation historique des phénomènes insolites en 81, par Michel Coste et Gilles Durand, ici présent, se spécialise sur les observations préarméniennes. Le CIRU, Cercle informatique de recherche ufologique, le Xavier Zéro, met à disposition des chercheurs les premiers outils informatiques. Ce sera aussi la décennie des comités régionaux, prenant le modèle sur le CNEGU, donc le SIGU en Ile-de-France, le CPCU en Poitou-Charentes, le CUBE en Bretagne, et l'UAE-MEI, c'est un nom imprononçable, en Pays de Loire. En 1988, le GEPAN se fait couper les ailes et devient peu de temps après le CEPRA, en l'étude des ovnis, désormais dénommé PAN, n'est plus qu'une activité annexe. S'il vous plaît. Oui. Oui. Quand vous dites que le GEPAN, c'est couper les ailes, c'est... Non, en fait, quand on l'a remplacé par le CEPRA, il avait moins de moyens et c'était les rentrées atmosphériques qui étaient prioritaires. Ah, d'accord. Voilà.
Donc c'était un peu lui couper les ailes, quoi. Le troisième GEPAN aujourd'hui avec le I en plus, c'est une régénérescence. Voilà. Une renaissance, oui. Juste un complément au niveau de ce que tu dis sur la déception liée à l'affaire de Serge Pontoise. Un peu plus fort, si vous Oui, voulez. attends. Il n'avait pas de micro, le pauvre. Appuie sur le bouton. Faut éteindre le bouton. Il faut éteindre le bouton. Allô, allô. Ouais, ça marche, très bien. Oui. Juste un complément sur ce que tu marques là, sur la déception liée à l'affaire de Serge Pontoise. Ça, c'est simplifié à l'extrême, mais il n'y avait Oui. pas que ça. Non, bah, c'est bien pour ça que je dis que j'étais obligé de simplifier pour pas En complément de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu aussi deux choses déterminantes. Il y a eu les sorties des ouvrages de Michel Bonnery par Télébi. Oui, c'était la nouvelle ufologie dont je parlais avant. Qui ne sont pas tous cités dans ce que tu as marqué, mais qui ont fait beaucoup aussi pour appauvrir l'ufologie. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui se sont détournés en pensant que tout était expliqué, qu'il n'y avait plus rien d'intéressant. Tout à fait. Je suis d'accord. Voilà, donc là, ouais, voilà quelques. Donc après les années 80, voilà, donc quelques revues actuelles, enfin, certaines ont déjà disparu. Hein. Bon, il y en a deux qui existent toujours. Le Bulletin du Sceau et Ufologue sont toujours existants. Ufomania a disparu récemment, donc il y a 2 ans. Et donc Ufologie et je sais plus c'est ça, Ufologie et Paranormal Magazine, c'est ça. C'était le forum. Voilà, donc il y a eu 6 numéros, mais malheureusement ça a disparu. Voilà, c'est gentil, le titre arrive maintenant. Attendez la revue d'OVNI Languedoc. Oui, mais enfin, je peux pas tous les mettre non plus, hein. C'est ça le problème. Voilà. Donc la décennie 90, c'était une décennie en demi-teinte, je dirais, donc elle n'est guère excitante selon moi. Mais ça, c'est personnel. Hein. Le soufflet est retombé, l'INSA se casse la figure, la bidule de Franck Marie se concentre sur le cas du 5 novembre 90 et sort un pavé qui fera date. Tout le monde se passionne pour un phénomène auquel on raccrochera les ovnis un peu malgré eux. Ils n'ont rien eu à dire, hein. On a raccroché les crop-circles aux ovnis. Voilà. Les crop-circles, le phénomène apparu en 80 dans Wilshire, passionne plus que les ovnis qui ont un peu déserté nos cieux. De 89 à 93, un groupe d'abord dénommé FARC, puis en 90 VK, Voyage d'études des cercles anglais, se déplacera chaque été dans le sud de l'Angleterre, Wiltshire et Hampshire, pour étudier ces phénomènes et toute la population qui gravite autour. C'est l'avènement de l'informatique dans l'ufologie, d'abord avec le Minitel, et dans la fin de la décennie avec l'Internet et ses premiers sites comme DeltaWeb ou les soucoupes volantes. C'est la décennie de l'association SOS OVNI, ses antennes et sa revue Phénoména, qui disparaîtra à son tour, comme tant d'autres avant elle, en 2002. Ce panorama est très succinct, il manque de détails, mais je manque de temps et il y a un projet de faire paraître une étude beaucoup plus poussée dans le futur, dans un collectif en gestation. En France, entre 1949 et 2017, ce ne sont pas moins de 1076 associations, certes antennes, sections, qui ont vu le jour, ont vécu, ont disparu, ou vivent encore, et la liste n'est pas close, on en retrouve encore, vous ne connaissez pas. Donc il est temps maintenant de laisser la place à Gilles Lejeune Thomas. Merci beaucoup.